L'expérience de rencontre avec le monde, elle est violente par nature. Et après, c'est à moi de la transformer en autre chose. Et c'est une sorte d'alchimie intérieure. Je peux transformer cette violence en une expérience de rencontre et une transformation. C'est pas obligé d'aboutir à la guerre mimétique et au sacrifice. Le dernier sujet de notre échange, malheureusement, parce que je vais le mettre sur la table et il est quand même lourd. On l'a déjà esquissé un tout petit peu tout à l'heure. Personnellement, j'ai pas la chance d'être père. D'ailleurs, pendant très très longtemps, j'ai pas du tout voulu de cette chance, donc je le considérais pas du tout comme une chance. Aujourd'hui encore, c'est pas le cas. Et je me pose vraiment cette question. Je me dis, ça fait pas longtemps que culturellement, j'en avais parlé avec Carlos Tinoco, que j'ai reçu sur cette chaîne également. Ça fait pas très longtemps qu'on peut choisir d'être parent ou pas, d'avoir des enfants ou pas. Et ça fait pas longtemps que, comme on peut se poser la question, bah, ça devient un vrai sujet, et surtout dans l'époque dans laquelle on est. Donc, avoir des enfants à l'heure où on peut choisir de ne pas en avoir, qu'est-ce que tu as à dire aux gens comme moi qui peinent à trouver... Il y a une envie naturelle qui passe à travers moi, comme tout le monde, et je pense que vu que je suis un mec, c'est moins présent peut-être à l'intérieur de mon corps à moi, donc j'imagine la torture que ça doit être pour les gens qui se posent réellement la question leur cœur dit non comme ça parce que la période est trop dure et leur corps dit oui tout entier parce que c'est la perpétuation de ce qui se passe habituellement. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Comment... Et toi qui es père, à quel point ça te percute et à quel point ça a du sens d'avoir des enfants aujourd'hui? Ça fait Ouais, beaucoup, je sais. D'un coup. ouais, c'est un gros sujet assez intime qui touche Ouais, à des questions qui nécessitent à mon avis d'avoir beaucoup de temps, d'écoute, de ok. patience donc j'aurais peur Trop succinct et d'avoir trop... des trop grosses chaussures en fait Ouais, en marchant dessus donc j'aurais envie de douceur sur cette chose-là, ok. d'accompagnement parce qu'il y a à la fois des gens qui veulent pas avoir d'enfants mais il y a des gens qui peuvent pas Mhm. ou qui n'y arrivent pas et pour qui c'est une très grande souffrance. Il y a des gens qui sont dans une angoisse d'engendrement parce que un désir d'engendrement par angoisse de mort en vrai et où qui vont vouloir téléguider un enfant ou le prédire, le contrôler, le programmer et autant ça me semble, je sais pas si ça guérit ou pas l'angoisse de mort. Je j'ai pas d'expérience de ça et donc je ne mettrai pas de jugement moral. Par contre, si j'en reviens à mon paradigme qui serait le centre de ce qui guiderait mon action, qui serait de ressentir et de s'ajuster. Je pense que c'est un peu différent pour chacun et qu'il y a probablement des phases de la vie. En plus, c'est pas une chose qui est une fois pour toutes. Mais par contre, une fois que c'est arrivé, c'est une fois pour toutes. Et donc, il y a vraiment un côté initiatique sans retour avec effet de cliquet. Qu'en plus, derrière, ça peut provoquer énormément de souffrance. C'est-à-dire que des enfants qui ensuite ne recevraient pas de l'amour vont perpétuer cette souffrance aussi derrière parce qu'ils ont été faits. Ouais. Il y a une phrase de Borges qui me revient, c'est dans la confusion ou dans le bonheur, tout parent se préoccupe de sa création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que même des gens qui battent leurs enfants, en fait, ils ont une préoccupation pour leurs enfants. Même des gens qui s'en foutent, qui s'en occupent pas, en vrai, quelque part, ça travaille. Mon expérience à moi, c'est la seule dont je peux témoigner, c'est que les enfants sont survenus. Ils sont, il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu et qu'on a décidé d'accueillir ça. Même si c'était pas le bon moment, même si ça foutait la merde, même si ça... Euh, et donc, et que j'ai pas de regret là-dessus. C'est-à-dire que c'est venu, ça a été accueilli, et c'est mes petits maîtres, même si c'est une décharge d'amour, une décharge 300 000 volts, quoi. Hein. Tu prends une grosse châtaigne, quoi. Euh, et qu'en plus, l'enfant, c'est ensuite toute la vie qu'il va venir challenger ça.
Tu as des attentes pour lui, mais non, en fait, ça se passera pas comme tu as envie, quoi. Puis il vivra son destin, quoi. C'est l'histoire de Khalil Gibran et de la flèche qui est lancée, quoi. Tes enfants ne sont pas tes enfants, quoi. Ils sont une flèche que tu lances, et après, tu peux essayer d'imprimer une direction, et encore, après, elle vivra le vent, la cible, etc. C'est son parcours propre. Et puis, ouais, je pense souvent à ces gens qui peuvent pas avoir d'enfants et au travail que ça nécessite sur ce que c'est que la fécondité. C'est-à-dire que au-delà de l'engendrement, il peut y avoir une fécondité au monde. Je pense que on a énormément à offrir et à partager au monde de nos talents respectifs intérieurs, et que l'enfant n'est pas tout ça. L'enfant est un morceau de ça. Euh, il est la perpétuation de l'espèce humaine, ok, ça va, mais on a l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes là pour la prolifération des humains sur Terre. Donc qu'il y a peut-être plein d'autres choses à offrir pour transformer le monde et en faire quelque chose de plus beau. Et en même temps que je te dis ça, je perçois bien que dans toutes les cultures, la seule question c'est que ça continue après. Que tout le reste c'est un peu accessoire en vrai. Donc On rejoint Henri Laborie avec le système qui est là pour se perpétuer finalement. ouais, C'est ouais, son ouais. but. Mais là, ça dépend beaucoup aussi de comment on regarde les choses. Hein. Chez les bouddhistes, l'incarnation, c'est une malédiction. Hein. Une fois que tu as atteint la sagesse, ça s'arrête, quoi. Tu vois, t'arrêtes le cycle. Donc, mais ça se heurte de plein fouet avec notre culture occidentale. Et donc, voilà, ça pose la question du suicide, ça pose la question de... Ouais, il y a plein de questions connexes à ça. Et donc, moi, ouais, je prétendrai pas avoir les réponses. Juste témoigner de mon expérience. Moi, à mon échelle, je pense qu'avoir des enfants est ce qui m'est arrivé de plus juste dans ma vie, de plus utile. Ça, c'est venu battre en brèche mon ego, c'est venu questionner ma carrière, c'est venu voilà, foutre en l'air plein de trucs. C'est venu me faire réfléchir sur la non-violence. C'est grâce à mes enfants parce que c'était violent d'avoir des enfants, parce que ça venait taper sur l'ego hyper fort, que ça a permis d'ouvrir ce chemin-là. Donc, voilà. Ouais, merci pour ça. Ouais, je me doute, c'est un sacré truc que je pose en fin de parcours, là, comme ça. Mais c'est une vraie question que je me pose, et puis je me dis, en fait, la question va peut-être plus être au niveau de euh, comment tu te sens, toi, par rapport à tes enfants, dans le fait de leur avoir bah, permis la vie et imposé la vie d'une certaine manière. Donc, est-ce que tes enfants vont bien par rapport au fait qu'ils sont là, dans cet état des choses? C'est pas neutre, mais juste encore une fois, je vais te ramener au réel par rapport à la société du spectacle. Le Ouais, réel de ce qu'on vit, c'est infiniment d'entraide, de solidarité, de gentillesse et de bienveillance. Et la réalité d'être décriée, c'est 4 personnes sur Twitter et ok. des médias mainstream payés par des agences gouvernementales. Donc c'est pas réel si tu veux. Ouais. Donc Bah, en je tout me cas pour réjouis moi, que ce soit cette après, proportion-là. après s'il y a des gens qui discutent en disant que je suis un connard dans mon dos, en fait, moi, je les vois même pas. Donc, peut-être qu'ils Mhm. participent d'une égrégore négative, c'est possible. Hein. Mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je vis, quoi. Ce que je vis, c'est Ok, une ouverture, des rencontres. Voilà, moi, je pensais pas que j'étais capable d'écrire des livres, de faire des films, de faire des bandes dessinées, de faire des machinimas, de rencontrer autant de personnes, etc. Et donc, tout ce qui se passe là, pour le moment, c'est une ouverture et une chance absolument phénoménale. Ça a nécessité un saut de foi au départ, de dire je quitte ce que je connais, je quitte mon salaire, je quitte mon travail, je quitte ma position sociale. Et en même temps, il n'y a aucun regret. J'ai aucun regret là-dessus. Donc, ok, t'as une seconde, parce qu'il y a quelqu'un qui me parle, juste, je fais une petite je t'en pause. prie. Je suis rappelé à la réalité qui, voilà, j'ai un quart d'heure, 20 minutes devant moi, donc voilà. Ok, ben on va vite passer alors à la fin. Pour aller chercher les enfants à l'école. Et- Ah, bah, tu vois, la super dure réalité des enfants. Écoute, vraiment, je te remercie profondément. Là, pour ma part, je vais passer la parole à Gaëtan qui va voir avec toi un petit peu ce que notre échange a suscité chez lui et les petites questions qui viennent et les petites remarques qui lui viennent comme ça spontanément, qu'il a noté sur son papier. Il doit avoir 19, 20 pages, mais il ne les fera pas toutes. Bonjour Louis, merci pour le temps que tu nous as accordé. J'ai pris vraiment plaisir à suivre ta pensée et à voir aussi le plaisir à quel point elle pouvait être étayée par des éléments que tu pioches aussi à d'autres auteurs, certaines de tes lectures. Là encore, on n'est pas obligé de nécessairement te croire sur parole, pas nécessairement être d'accord avec toi, mais au moins
nous envoie éventuellement nous-mêmes faire notre choix en lisant ces lectures. Et ça, personnellement, c'est plaisant. Ce que j'ai retenu, tu as parlé de facettes, tu nous as évoqué la persona, tu as évoqué aussi ce que tu as appelé la responsabilité de prendre soin d'autrui comme une valeur importante pour toi, et voire même fondamentale pour notre côté faire société. J'ai noté, tu nous as parlé en tout début d'entretien de la licence Creative Commons, et je me suis dit quand j'entendais ça, parce que c'était au milieu du contexte évidemment, que tu voyais aussi cette notion de filiation, c'est-à-dire citer cette œuvre à un moment donné, musicale ou visuelle, penser à citer finalement son auteur. Et je me demandais, est-ce que c'est aussi une façon pour toi peut-être d'aider à retrouver des racines ou nos racines? Et est-ce que notre génération aurait finalement quelque part perdu ou renié nos racines, de ton point de vue? Alors sur ce sujet-là particulièrement, je pense que les racines sont entre deux, quoi. Qu'il y en a qui ballottent dans le vide et puis il y en a d'autres qui sont encore bien accrochés. Effectivement, la citation que je fais, c'est pour rendre hommage en fait à ceux qui nous ont précédés. Il y a une phrase de Christiane Singer dans un livre qui est justement à voir avec l'idée de la filiation, qui s'appelle N'oublie pas les chevaux écumants du passé. C'est un titre un peu compliqué, où elle dit qu'il y a une longue chaîne d'amants et d'amantes qui nous ont précédés. J'aime bien cette image-là, de me dire, ceux d'avant, ils se sont aimés, ils ont créé, ils se sont frottés au monde et ils nous ont laissé des cadeaux et c'est grâce à eux et par eux qu'on est là, quoi, comme une espèce de loi karmique. Et que, pareil, quand tu démarres un repas, les chrétiens, ils commencent par rendre grâce, enfin, par faire le bénédicité. Mais dans plein d'autres cultures, on fait ça aussi, c'est de dire merci pour le soleil qui a fait pousser ses légumes, le paysan qui les a arrosés, l'eau qui est venue. Et je suis tout ça à la fois. Donc ça rejoint la question de il n'y a pas de soi séparé. C'est, on est tout ce qui rentre en nous et si on rend grâce pour ce qui est arrivé, on va sélectionner le plus beau, quoi. Donc j'ai pas d'intention pour les jeunes aujourd'hui. Je pense qu'ils se débattent comme ils peuvent dans un monde où on les coupe petit à petit effectivement du réel. Mais ce que je vois, c'est il y a quand même tout qui a déjà été écrit, qu'on n'a rien besoin d'inventer. Qu'aujourd'hui, les gens voudraient inventer des nouvelles solutions, donc tout existe, quoi. Et pareil, à nos défis technologiques ou autres, quand on va puiser du côté du low-tech ou des pays en voie de développement, ils ont déjà inventé plein de solutions à nos problèmes petit à petit d'approvisionnement en énergie, d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en matières premières, ou pour cultiver dans des environnements arides ou difficiles. Et donc ça, c'est plus que chercher des racines, c'est plutôt chercher une ouverture, quoi. Proposer, montrer de la beauté avec diplomatie et dire bah tiens, s'il y a quelque chose que toi tu as envie d'aller voir, bah fais-toi plaisir, quoi. Et donc moi je suis comme un interprète, je traduis un peu la langue et forcément le traducteur, on dit en italien traduttore traditore. Traducteur c'est un traître. Bah, je le prends, je l'interprète, quoi. Je décide comme j'ai envie de le dire. Mais justement, c'est une invitation à aller dans le texte original et dire bah allez-y, voir comment eux ils l'interprètent, quoi. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti aussi dans la façon dont tu l'as proposé. Et que c'était bien des propositions, justement. Et voilà, j'y suis sensible. Plutôt qu'imposer, et comme tu as évoqué le côté gourou qui, lui, va imposer une idée, et surtout pas demander d'aller voir la source et l'interprétation, ou l'interprète mensonge, ou ce que tu as dit à l'instant. J'ai noté, la violence est à l'origine du sacré, le sacré est à l'origine du lien. Est-ce que j'ai bien interprété? Est-ce que j'ai bien noté? Ouais, j'ai dit ça effectivement à un moment. Quelque part, c'est une sorte de réconciliation avec la souffrance et la violence que je propose. Mais c'est pas une réconciliation façon catholicisme du 18e avec ton fagot d'ortie pour te flageller ni rien, quoi. C'est de dire l'expérience de rencontre avec le monde, elle est violente par nature. Et après, c'est à moi de la transformer en autre chose. Et c'est une sorte d'alchimie intérieure. Je peux transformer cette violence en une expérience de rencontre et une transformation. C'est pas obligé d'aboutir à la guerre mimétique et au sacrifice. Ça peut aboutir à autre chose. Donc, chez René Girard, la victime émissaire, elle permet de rétablir le lien dans le groupe. Et donc, il y a besoin de ritualiser et de sacraliser la violence parce qu'il veut aussi la mettre à l'extérieur, en faire une sorte de catharsis. C'est-à-dire que dans un groupe social, on ritualiserait un sacrifice,
d'un bœuf, d'un veau, d'un agneau, d'une jeune vierge, voilà, ce que tu veux en fait en fonction de la culture, mais on le ritualiserait pour dire ok, il y a toute la vie habituelle, et puis il y a ce moment précis où là on renouvelle la vie et on renouvelle le lien. Ça a trait à l'épreuve initiatique. J'étais donc avec un Indien Lakota l'autre jour qui me racontait Sundance, la danse du soleil, et je comprenais pas, tu vois, je lui disais mais c'est hyper violent votre truc, parce qu'en fait ils mettent des morceaux de bois sous la peau comme ça, sous les tétons, etc., accrochés par des tendons, et puis une corde à un arbre central, puis ils tirent jusqu'à s'arracher, quoi. Et ils le font plusieurs fois comme ça, en dansant, en étant plein de soleil, avec rien à bouffer, rien à boire, etc., et guidés par un chaman bienveillant quand même. Et il me disait, oh, t'es mignon avec ton histoire de violence, mais enfin, y a des gens chez toi, ils portent un Christ en croix crucifié, si ça c'est pas violent. Donc toute chose est relative par ailleurs. Et il me disait, tu comprends rien, cette violence-là, c'est une violence qui est rendue aux femmes. C'est-à-dire, et une souffrance qui est rendue aux femmes. Parce que les femmes, en donnant la vie, souffrent. Et elles, normalement, font pas la danse du soleil. C'est pour les hommes. Et qui ne connaîtront jamais qu'un tout petit morceau de ça. Et donc, c'est un hommage qui est fait, qui nous confronte à la mort et à la souffrance pour renouveler la vie. C'est-à-dire qu'après, tu repars dans la vie, comme les femmes souffrent, mais en fait, renouvellent la vie au passage. Peut-être que c'est une lecture qu'on pourrait faire intéressante de l'idée de la souffrance, c'est qu'elle est là pour renouveler la vie. Et que ce qu'on est en train de vivre collectivement, comme la crise Covid au sens très large, hein, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise systémique globale, c'est une syndémie, hein, comme dirait Barbara Stiegler ou Richard Horton, le patron du Lancet. Donc c'est une crise comme on est nous, elle est en miroir ce qu'on est. Les gens qui sont morts, c'est les gens obèses, hypertendus, diabétiques. Tu vois, il y avait des facteurs de risque. Là, c'est pareil, notre société, elle a mal parce que elle est injuste, parce que elle concentre le pouvoir, la richesse, l'argent, parce que elle éduque plus les enfants, etc. Donc c'est une syndémie, et qu'on est en train de la traverser, et que ça peut être une épreuve initiatique si on accepte l'idée à un moment de se séparer de l'arbre initial, comme la Sundance des Lakota, d'arracher le truc et de dire ok, ça y est. Mais ce qui est étonnant dans ce que disait Di, le chef indien, hein, c'est dit on s'arrache du truc, mais en fait on crée un lien indéfectible avec l'arbre pivot central, la mère et les racines. Tu vois les racines de l'arbre. C'est-à-dire que ça y est, il est plus physique ce lien, il est spirituel, extrêmement profond, et il sera plus défaisable. Donc peut-être que c'est ça qui est en train d'arriver, c'est de nous. Tu parlais de racines tout à l'heure, on est en train d'essayer de s'arracher à quelque chose qui à mon sens est en train de mourir, hein, pour renouveler la vie. Et personne n'a dit que ce serait facile. Hein. Tu as parlé quand même, et tu as été honnête en parlant justement de ta vision où la vie, oui, était difficile, pouvait être violente. Tu l'as évoqué pendant l'interview justement. Ouais, il y a un paradoxe pourtant, c'est que j'ai dit en même temps que le bon moteur c'était la joie et pas la peur. Et donc à la fois c'est la merde et c'est difficile et inconfortable, et à la fois il y a des sources de joie à tous les recoins. C'est peut-être aussi le contraste avec la difficulté. La joie, on la sent, on l'apprécie, elle a de la valeur, parce que justement, tous les moments ne sont pas joie. Ouais, peut-être, ouais. Tu as beaucoup évoqué aussi cet élan finalement assez naturel que l'on aurait vers la fusion initiale, la fusion de la matrice, la fusion maternelle, voire même la fusion autour d'une cause commune, avec la référence à, par exemple, les manifestations Nous sommes Charlie, ou d'autres, il y en a plein avec cette notion de faire corps. Et je vais te demander ça, c'est pas comme ça que tu l'as évoqué, mais pour toi, du coup, on entend bien dans l'interview que la fusion n'est pas nécessairement le but à atteindre, même si instinctivement c'est là que l'on partirait. Est-ce que ça serait plutôt que la fusion, l'idée de marcher ensemble, plus que chercher à fusionner ensemble ? Oui, complètement. C'est-à-dire que la fusion, pour moi, procède un peu d'une illusion de retour à la matrice pour ne pas souffrir. Et par contre, admettre l'idée que je vais rencontrer l'autre et que ça va nous mettre en mouvement et que ça va générer quelque chose d'inattendu, ça, c'est plutôt joyeux. Et en même temps, il n'y a pas de jugement moral derrière ce que je dis. Je suis pas en train de te dire c'est bien, c'est mal, ou il faut faire comme ci, ou il faut faire comme ça. C'est plutôt une sorte de bipolarité. Souvent, on veut faire que les choses soient séparées et qu'on ait une dualité. Moi, je pense qu'il y a un truc, mais bipolaire. Comme un aimant, tu vois, qui a un pôle nord, un pôle sud. Et puis tout autour, il y a un champ magnétique. Et puis on est plus ou moins à un endroit de ce champ magnétique à un moment ou à un autre. Et on oscille dans un équilibre entre les deux en fonction de soi-même, comment on est polarisé. Je sais pas que je suis fataliste ou résigné, hein, mais j'ai l'impression que les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Les gens sont tellement séparés qu'effectivement, ils aspirent à une sorte de refusion.
mais que ça va aboutir au fait à encore s'exploser. Et que c'est un mouvement qui passe son temps à se faire. Jusqu'à ce qu'on trouve la bonne danse chez les hindous traditionnels, dans le tantrisme traditionnel. Il y a l'idée de Shiva et Shakti. Shiva, c'est la conscience, et Shakti, c'est l'énergie. Et au départ, il y a un noyau dense qui ne bouge pas, inerte. Et puis, il y a un moment où, paf, ça se sépare et ça se met en mouvement. Et c'est la danse des deux qui va composer tous les possibles de l'univers et manifester les possibles de la conscience. L'énergie, la Shakti, va manifester les possibles de la conscience de Shiva. Donc, bon, c'est une référence un peu éloignée peut-être de nos cultures, mais pour dire que je pense que ce qui arrive est nécessaire, comme la maladie est nécessaire à quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui pense que la maladie ou la mort, c'est un échec. Je pense que c'est un passage ou une chance qui est donnée, une occasion qui est donnée. Et en chinois, la crise, c'est l'opportunité aussi, c'est le même idéogramme. Ok. Justement, pour évoquer ce que tu viens de dire, à un moment donné, tu nous as dit que nous sommes grosso modo dans la phase terminale de la crise. Je me suis demandé qu'est-ce qui te faisait dire, est-ce une croyance, ou est-ce que c'est une envie que tu voudrais justement qui se réalise? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la phase terminale comme je suis d'accord avec toi, sur ce côté, la crise depuis 1920, il y a toujours eu la crise, tous les coins de rue, la crise du pétrole, la crise de ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, enfin là, de notre vivant, mon vivant, ton vivant, c'est le moment où nous serions sur la fin? Alors, il y a plein de choses qui y contribuent. Il y a une première chose, c'est que notre civilisation est basée globalement sur le pétrole et les énergies carbonées, et que le pic pétrolier est passé depuis 2008 pour le pétrole conventionnel. Et donc, voilà, on est sur du très pragmatique, c'est le peak oil, quoi, ça s'appelle. Et que depuis, on est sur du pétrole non conventionnel, des huiles bitumineuses de schiste, des gaz de schiste. Pour ceux qui sont un peu intéressés à l'extraction du gaz de schiste, c'est un peu l'équivalent de... C'est Rob Hopkins qui dit ça, de Transition Town, et qui dit jusqu'ici, vous alliez au bar, vous demandez une bière à la tireuse, le mec prenait une bière à la tireuse et puis il vous la filait, quoi. Bon, c'était facile, voilà, ça coûtait 3 euros, et voilà. Maintenant, il n'y a plus rien à la tireuse, mais par contre, vous allez quand même au bar et vous êtes accro, et donc là, vous allez essorer la moquette, parce que vous savez que dans cette moquette où il y a un peu du tabac, un peu des pieds, un peu de la bière, vous allez probablement réussir à faire un jus de bière que vous pourrez boire, quoi. Et c'est à peu près le même niveau de complexité aujourd'hui dans la fracturation de roche-mère pour obtenir des huiles bitumineuses de schiste, ou dans le deep offshore dans le golfe du Mexique à moins 5000 mètres de fond pour aller récupérer du fuel, versus donner un petit coup de pioche au Texas et avoir un geyser d'or noir, ou en Arabie Saoudite. Donc on est à ce moment où le Oil Invested on Oil Return, le OIOR, la quantité de barils que tu dois mettre pour en récupérer un, peut-être qu'au tout début, au Texas, c'était un baril pour en avoir 10. Aujourd'hui, il en faut peut-être 8 pour en avoir 10, quoi. Voire même en Alberta, on est plutôt à 11 barils pour en avoir 8. Tu vois, donc, on est dans un truc C'est complètement une débile. aberration. Une contre-production manifeste. Ça aussi, c'est un autre élément que je peux dire. Moi, je m'intéresse à l'anthropologie de la technique, c'est une de mes casquettes. Je travaillais là-dessus au niveau universitaire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jay Vance, et un autre qui s'appelle Jacques Ellul, mais aussi Ivan Illich, qui sont des penseurs de l'écologie et de la technique, qui en gros arrivent tous à la conclusion qu'un système technique, à la fin, aboutit toujours au maximum de contre-productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le système administrativo-technique, c'est un système technique aussi, par exemple scolaire, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, aurait pour raison d'être et pour mission de faire des enfants heureux, qui participent au monde de leur lumière indivisible et montrent leur talent. Et aujourd'hui, Jean-Claude Michéa, c'est un philosophe, il dit c'est une fabrique de crétins militants. Le système monétaire serait en charge de faire qu'on s'enrichit mutuellement les uns des autres de nos richesses. Non, aujourd'hui, c'est un système d'accaparement de la richesse et d'asservissement dans les mains de quelques-uns de l'ensemble de la richesse du monde. Et ainsi de suite. Le système scolaire, le système sanitaire, aujourd'hui, est le facteur pathogène prédominant. Par les effets secondaires des médicaments, par la toxicité, etc., par les maladies chroniques qu'il engendre, par la pollution qu'il fait. Aujourd'hui, dans l'hôpital où je travaillais, on balançait les chimios dans l'évier, donc ça passe dans l'eau. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de la chimio dans l'eau, il y a des perturbateurs endocriniens, et donc t'inquiète, on est en train de rendre le biotope impossible à vivre. Et il y a des penseurs qui avaient dit ça, je me souviens plus son nom, et qui avaient dit qu'une société arrive à son maximum technique quand elle est capable de s'autodétruire. Alors on avait cru que c'était le nucléaire, que c'était le feu sacré d'un coup qui pouvait nous péter à la gueule comme à Fukushima. Mais je pense que c'est plus loin que ça, c'est quand elle détruit vraiment l'humanité de l'intérieur. Et aujourd'hui, la technique numérique des téléphones portables qui sont dans nos poches passe son temps à nous séparer de nous-mêmes. Pour moi, on est arrivé à ce moment-là.
Après, est-ce qu'on est au bout? Comme je l'ai dit, hein, peut-être le pire n'est jamais certain, mais ça peut toujours être pire, quoi. Donc peut-être que on va faire semblant et qu'on se le reprendra une encore plus violente et encore plus brutale. Bon, pourquoi pas, jusqu'à ce qu'on comprenne, hein, ou jusqu'à ce qu'on en crève. Moi, j'ai l'impression que notre société, elle est quand même en train de crever. Et si je devais regarder d'un œil méta ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, par exemple, j'y comprends rien, je suis pas géopoliticien et puis je veux pas m'engager. Pour moi, la première victime dans la guerre, c'est la vérité. Donc, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant pour moi, et je prendrais sûrement pas parti dans une guerre qui est pas la mienne, sûrement pas de manière morale sur des images qu'on m'aurait montrées à la télé. Et donc, mais par contre, de l'extérieur, ce que je vois, c'est que peut-être que ça acte de manière historique qu'en 2022, il s'est passé un transfert de souveraineté. C'est-à-dire que l'Occident dominant jusqu'ici, l'Amérique et son dollar, le rêve américain et son hégémonie culturelle, le soft power, etc., en fait, viennent de passer dans les mains du yuan, du rouble et de la roupie, et que c'est l'émergence des BRICS, de l'Inde, de la Russie, de la Chine, comme force dominante culturelle et économique de notre monde, et que il fallait le marquer historiquement à un moment. C'est en train de se passer. Et si je regarde ce que font nos dirigeants aujourd'hui en termes de sanctions économiques, ça me paraît juste grotesque. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Enfin, on se leur prend en pleine gueule, quoi. Directo, c'est juste intenable, quoi. Et donc, on s'appauvrit à une vitesse extrêmement accélérée. Et à la fois, ça fait mal. Et à la fois, je me dis, mais c'est vrai qu'on vivait au-dessus de nos moyens. Que probablement, ce qu'on faisait semblant de pouvoir faire à coup de pétrole, en fait, c'était une illusion sur le monde. On peut pas partir à Bali en vacances toutes les 2 semaines, c'est pas vrai, quoi. C'est juste pas vrai. En laissant travailler l'Asie du Sud-Est, en pillant les ressources d'Amérique du Sud et d'Afrique. Voilà, c'est aussi ça. Je pense il y a les enjeux qu'il y a derrière ça, ou vos téléphones. C'est un niveau de violence qui est proprement inouï, qui fait semblant. Le diable, il fait toujours semblant, il fait des objets lisses, il suffit de les caresser, ta lampe d'Aladin, pour qu'elle exauce tous tes souhaits. Mais à l'intérieur, il y a des antennes fractales. À l'intérieur, il y a des enfants dans des villes-usines en Chine qui sont maltraités, qui se suicident tellement c'est dur, et qui sont payés à coups de pied dans le cul et en bossant à 2-7 heures du mat, etc. Tout ça pour faire nos téléphones et faire ce monde idéal dans lequel on voudrait vivre. Il y a des gens qui sont ensevelis vivants dans les mines de Tantale en République démocratique du Congo. Il y a le viol en République démocratique du Congo qui est devenu la sanction normale maintenant pour n'importe quel manquement, que tu sois vieux, homme, femme, adulte, enfant, tu seras violé, c'est ta sanction, voilà, parce que tu as manqué de respect au chef de la mine. On en est là, quoi, en termes de violence. Et nous, on fait semblant que ça n'existe pas, il y a une sorte de déni. Et encore une fois, je pense que cette crise, elle vient nous catapulter à la gueule, arrêter d'être dans le déni, quoi. Oui, j'entends ce que tu dis. Effectivement, cette capacité à être dans le déni, cette capacité à ne pas voir ou à ne pas regarder. Tu as évoqué à un moment donné tout ce qui est maladie, finalement le déni parfois de regarder que nous sommes mortels. Là, tu évoques le fait de faire le déni, de ne pas les regarder ou s'intéresser ou même écouter ou retenir qu'il se passe des choses quand même relativement cruelles à différents endroits pour un produit qui au final va servir à se sentir un petit peu mieux alors que tu parles du lien plutôt comme une solution pour se sentir mieux plutôt que simplement avoir un téléphone et acheter. Tu as évoqué finalement la connexion à la matrice. Moi, le parallèle que je voyais pendant que tu parlais de ça avec le téléphone, qui était une façon finalement de revenir à la matrice, les jeunes sont connectés avec le doudou, qui peut être ce doudou qui sent pas toujours très bon et surtout qu'il faut pas laver. Le jeune enfant peut être connecté au doudou qui lui rappelle finalement la matrice du cercle parental, du cocon, éventuellement du lit, l'odeur de son lit. Mais moi, je vois, et j'ai déjà fait la réflexion à des étudiants, que leur téléphone portable, quelque part, qu'ils doivent toujours avoir sur la table pendant le cours, pas loin d'eux. Alors, parfois, ça peut être pour justement avoir une notification pour se sortir de l'endroit où ils sont là, mais par défaut et pas par envie. Mais ça peut être aussi, finalement, ce téléphone portable en mode doudou, jamais très loin, toujours à portée de main, qui est justement ce raccrochement, le doudou virtuel, le raccrochement à la matrice. Matrice numérique, finalement, désormais, et pas une matrice familiale, mais quand même un doudou numérique de raccrochement à la matrice. Et qui sera la première question qu'il pose, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une question sera posée, elle ne sera pas posée à l'intérieur ou à quelqu'un autour de vivant. Elle sera posée d'abord à la noosphère numérique, la technoconscience centrale, à Google, à Wikipédia, etc. Et donc il y a un problème de référentiel sur ce qui a de la valeur ou ce qui en a pas. On l'a vu dans le Covid, c'est-à-dire que nous on a témoigné en tant que soignants, en tant que gens qui travaillaient à l'hôpital et tout. En fait, on était moins crus que les chroniqueurs de BFM. Il y a un remplacement progressif du réel par ces gens qui vivent dans la matrice et dans le monde virtuel. Et aujourd'hui, Pujadas, comment il s'appelle, Pro, je sais pas qui, enfin tous ces gens-là, en fait, ils habitent dans la maison.
ils sont au repas, ils sont dans la chambre avant de s'endormir. C'est des intimes qui sont là tous les jours. Alors pourquoi ils me mentiraient? Et on a plus confiance en eux qu'en des vrais gens qu'on croise au coin de la rue, qui ont vécu des vraies choses. Bon, bah, ça, c'est vraiment le bout de la société du spectacle de Guy Debord. Et là-dessus, on a fait un film intéressant que vous pouvez regarder. Vous tapez Escape Game Fouché sur YouTube. Ça part d'un jeu vidéo qui s'appelle GTA, qui est un jeu ultra violent, où survient tout le temps de la violence. Et nous, on essaye de faire survenir des espaces poétiques et philosophiques pour une réflexion justement sur l'impasse du monde virtuel. Et à la fin, le personnage, il est coincé en haut d'une tour Eiffel, et puis il est coincé, quoi. Et à la fin, il faut fermer le truc. Il y a une sorte de malaise. On crée une mélancolie exprès en disant, voilà, on arrête d'être soit sous cocaïne, soit bourré de shit. On va contacter ce petit truc subtil à l'intérieur, une espèce de mélancolie, de tristesse douce qui dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et pour pousser à aller dans le vrai monde, donc on espère que ça touche et que en tout cas soit l'objet de réflexion, l'objet de discussion à tout le moins, l'objet peut-être d'ateliers créatifs aussi, sans parler, sans parole, mais juste à prendre de la glaise et à dire maintenant on se remet au contact de la matière. Et donc c'était vraiment l'intention de Escape Game. Alors il y aura une suite pour ceux qui voient pas. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils m'ont parlé d'Escape Game, le personnage principal, il a un scan 3D de ma gueule. Et il a ma voix. Et des gens ont dit, ah, t'étais dans le film, etc. Non, c'est un personnage dans une fiction. C'est pas moi. Enfin, et en fait, on est à ce moment où il y a la différence entre le réel et le virtuel commence à être complètement impalpable. Il y a des films où l'entièreté du film, ce sont que des images virtuelles. Et ça, il y a eu un franchissement dans les 10 dernières années. Avant, il y avait toujours au moins un peu de réel. Il y avait des effets spéciaux, etc. Dans Star Trek, c'était nul. On voyait bien le vaisseau avec les fils, ou la porte qui s'ouvre et qui se ferme, machin. Et puis là, d'un coup, bah non, on fait plus la différence, quoi. Ça y est, le monde virtuel, il a remplacé le monde réel. On est peut-être On arrivé à en une est là. société où avant, on discernait le vrai du faux. Et Ouais. désormais, ça je ne parle pas que de films, à tout niveau, on a une vraie difficulté à pouvoir, nous, avec notre peu de connaissances individuelles, discerner le vrai du faux. Exactement. Le vrai est devenu un moment du faux, quoi. C'est dans Guy Debord aussi. Et pour autant, il y a des erreurs systématiques, des bugs dans la matrice, comme dans Matrix, tu vois, qui nous rappellent au réel de temps en temps. On a mis des téléphones portables connectés à Waze dans un caddie sur la plus grosse artère de San Francisco, et on a constaté qu'il y avait un énorme embouteillage sur Waze. C'était tout rouge à l'heure de pointe, et pourtant dans la rue il y avait personne. Et donc si on ressort dans la rue, on dit mais tout ça c'est des conneries, quoi. La réalité c'est qu'il y a personne. Et ça me fait du coup rebondir vers la proposition que tu as faite et que j'ai retenue, c'est d'aller vers le témoignage. Comme tu disais, le témoignage, c'est le retour au cœur et aux tripes. Donc finalement, arrêter de regarder, de recevoir des informations des différents médias plus ou moins bien informés, plus ou moins intéressés. Moi, je reste quand même sur une phrase bien souvent, c'est on ne mord pas la main de celui qui nous donne à manger. Et malheureusement, bien souvent, on peut poser cette phrase-là sur beaucoup de choses qui se passent quand tu arrives à avoir un petit peu les coulisses. Et c'est vrai que le témoignage, au moins, à un moment donné, ça parle à notre cœur, ça parle à notre cerveau aussi, mais ça nous parle à notre ressenti. Et l'accumulation de témoignages peut peut-être nous donner un peu plus la réalité que simplement les colporteurs de réalité. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est très important. Et en ce moment, il y a des livres de témoignages qui sortent, qui sont très touchants à des endroits qui sont inattendus, parce que notre petite boussole intérieure de relations humaines, elle est plus puissante que notre cerveau, que notre cortex avec tous ses neurones, etc. Il y a le champ magnétique du cœur, il est bien plus important que le champ, et des neurones du cœur, il est bien plus important que le champ magnétique du cerveau. Et donc, il y a des choses qu'il faut ressentir, qu'il faut vivre, qu'il faut connaître, pas au sens d'information, au sens de naître avec, de l'imprégner dans son corps. Donc on fait des ateliers sensoriels de gouvernance partagée et d'intelligence collective, justement parce que quand on passe que par le cerveau, ouais ok, ouais on a tous les concepts et tout, enfin à la fin on refait la même, quoi. On va refaire un système pyramidal avec un père narcissique ou un truc complètement entrepreneurial, tout ce qui compte c'est l'argent. Je crois que le rapport au corps a vraiment une très grande importance, parce qu'on nous a un peu coupé de notre corps dans ces derniers temps, parce que le corps ça faisait mal, ça faisait souffrir, ça faisait pleurer, voilà, et que le retour au corps, à mon avis, sera un des grands éléments de la guérison collective de cette histoire qui nous arrive.
Et puis le fait, au-delà des témoignages, d'arriver à écrire ensemble une sorte de mythologie. De l'an 0 à l'an 600, en gros, il y a un conflit de mythologie autour de la naissance du Christ au Moyen-Orient. Puis voilà, il y a les trois grandes religions monothéistes qui vont essayer de prendre le pavé et de dominer à Jérusalem. Et jusqu'aujourd'hui encore, où c'est très palpable même, physiquement à Jérusalem, il y a ces tensions-là. Et ça consiste à partir à peu près d'une même histoire à raconter un récit dominant, à quoi on croit, quelles sont les règles du jeu communes auxquelles on adhère, quels sont les interdits. Et c'est la même histoire que celle de l'Exode, de la sortie d'Égypte. On sort de l'esclavage pour traverser, faire un saut de foi, traverser la mer Rouge, c'est pas possible, mais on le fait quand même. Et puis ensuite vivre avec la manne, pas grand chose, ça va être, on va pas faire gras quoi. Et puis là on se dit mais on va arriver en terre promise. Mais ils errent pendant 40 ans dans le désert. Et le désert du Sinaï, en 8 jours, vous avez fait le tour, en gros, quand vous regardez une carte sur Wikipédia, sur Wiki, je sais pas quoi, sur Google Maps. Google Earth. Donc, ouais, Google Earth, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dure 40 ans? C'est qu'ils ne trouvent pas les règles qui fondent l'unité du groupe, la protension collective positive et les protensions collectives négatives acceptables. Ils n'arrivent pas à juguler le désir mimétique. Et donc, il y en a un certain nombre même qui disent, quand ils arrivent en terre promise, ils disent, oh là, ils sont trop gros, les Hittites, c'est dangereux, Goliath, machin, on repart. Puis la marmite, elle bouillait bien en Égypte, on préfère être des esclaves au bord du Nil. Puis au bout d'un moment, Moïse monte sur le Sinaï et ramène 10 règles de base. 10 règles de base, quoi, comme on dit. Et tu ne tueras point, des trucs sur le désir mimétique. Elles ont toutes trait au désir mimétique. Et à partir du moment où ils ont ça, ils peuvent enfin entrer en terre promise. Ah, il reste un écueil. Il y en a qui continuent d'adorer l'argent. Et tout ce que ça veut dire autour de l'argent, la peur de mourir, etc. Et il faut qu'ils renoncent au veau d'or pour enfin rentrer en terre promise. Bon, ce récit symbolique, c'est toujours un peu les mêmes. C'est ce que quelqu'un qui s'appelle Campbell a appelé le monomythe, le mythe fondateur, qui est toujours un peu le même, quoi, Noé, Moïse, etc. Mais sous des traits un peu différents. Et quelles que soient les cultures, pas que chez les Hébreux et dans l'Ancien Testament. Et je crois qu'on en est encore à nouveau là, à une sortie d'esclavage, où il va falloir qu'on invente les quelques règles de désir mimétique qu'on veut juguler, et puis le récit commun collectif qui donne envie. C'est quoi notre terre promise? C'est quoi la terre de paix avec un rameau d'olivier où on a envie d'aller? Et donc il y a une grande place pour ça au récit. C'est pour ça qu'on a fait une chaîne qui s'appelle Une Autre Histoire, en disant ce récit on peut pas l'inventer tout seul en plus, c'était une des remarques de Mathieu, c'est-à-dire bon, il y a l'idéal des bisounours, mais il y a le réel. Oui, c'est pour ça qu'à plusieurs entrevues, quand on me demandait comment sera le monde du futur, je disais mais moi je peux pas vous répondre, je peux vous dire peut-être ce dont j'ai envie, mais en vrai on va le construire ensemble. Et donc il y a que ça qui sera vrai à la fin. Et si je rebondis justement sur ce bâtir ensemble, tout à l'heure on disait plutôt que d'aller vers la fusion, la matrice originelle, marcher ensemble, construire ensemble, cheminer ensemble, sans doute de ton point de vue, et on peut tout à fait le comprendre, je pense, la direction à prendre. C'est vrai que j'ai envie de dire, profitons et merci beaucoup pour ce temps. Profitons des références que tu as pu citer pour se faire notre propre avis à un moment donné, plutôt que simplement prendre l'avis mainstream. Ça me paraît une bonne écologie intellectuelle. En tout cas, ça me parle beaucoup. Merci pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour nous avoir laissé cheminer dans ta pensée, d'avoir exprimé, moi je trouve, en sincérité ton point de vue. Mais cette fois-ci, pas en 1 minute 30 comme dans les médias, mais au plus long terme. J'ai ressenti la modération de tes propos et non pas, comme tu le dis, côté très clivant que souvent les médias vont garder au montage. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, et je peux te dire un mot là-dessus. Le cheminer ensemble, c'est pas parce qu'on met des humains ensemble que ça se passe bien. Il y a souvent le PFH, le putain de facteur humain, c'est une expression d'Edgar Morin. Et en fait, ça nécessite de travailler au conflit. Et ce que j'ai vu dans les collectifs qui vont bien, c'est qu'ils savent que le conflit est un cadeau, une chance qui est donnée au collectif et à l'individu pour mieux trouver sa posture, pour mieux trouver sa place, pour s'affiner ou pour partir, et au collectif pour changer sa façon de voir les choses, etc. Donc là, dans les collectifs, il y a des principes de résolution de conflits qui sont très intéressants, et je crois que c'est un des gros enjeux de ce qu'on a à créer, c'est une vision différente de ce que c'est que le conflit. Je crois que la communication non violente et une de ces applications au droit qui s'appelle les cercles restauratifs est extrêmement intéressante. Donc j'invite les auditeurs à aller voir ce que Dominique Barter a fait au Brésil avec la notion de cercle restauratif, parce que c'est l'idée de sortir du conflit par le haut, qu'en fait ce soit une chance qui nous soit donnée pour essayer de trouver mieux ce qu'on a envie de vivre. Et ça a donné lieu à des choses très très étonnantes, comme dans les favelas, une famille qui avait perdu un enfant d'un meurtre,
et qui a fini par adopter le meurtrier. Donc voilà, c'est pas impossible de se réconcilier et il y a des solutions inattendues parfois, même si tout ce qui nous est arrivé a contribué à essayer de nous séparer. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à toi, bonne continuation et bon cheminement avec nos collègues humains. À bientôt alors. Eh bien, merci beaucoup, Louis, pour ta confiance et pour cet échange sincère, riche et humain. Les liens pour accéder à ton livre et à ton travail et tes vidéos sont disponibles sous cette vidéo. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous ceux qui nous ont regardés, merci à tous ceux qui sont à la technique derrière, à Gaëtan, et puis à tous ceux qui ont pris soin de cet entretien. Merci d'avoir laissé du temps aussi pour que ça se déploie. Et puis merci de parler du bouquin, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, Je peux laisser peut-être, moi j'ai été médecin dans une vie antérieure et donc j'ai une proposition de prescription si vous voulez. Peut-être éteindre la télé, éteindre la radio, éteindre les téléphones portables, sauf pour appeler les gens qu'on aime, revenir au réel, commencer à aller dans les arbres, dans la nature, dans la beauté, et puis prendre soin de soi déjà, avant de vouloir prendre soin des autres, avant de vouloir les changer, déjà travailler au niveau perso, et puis une fois qu'on a fait ça, prendre soin de la nature et du monde autour, et puis partager nos pépites, partager nos récoltes, et ce qu'on a à foison. Ces 3 dernières choses-là, c'est ce qu'on appelle les éthiques de la permaculture, et à mon avis, elles peuvent s'appliquer à plein de choses dans la vie. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci à toi. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner, bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!